Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uturi et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Petit, directeur juridique de C'est qui le patron, la marque qui permet aux consommateurs de créer leurs propres produits en soutien aux producteurs. Distribuée dans la plupart des grandes enseignes, cette structure si particulière regorge de projets qui promettent de bousculer l'ordre établi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Raphaël. Bonne écoute. Raphaël Petit, bonjour. Bonjour. Et merci de m'accueillir dans les locaux de C'est qui le patron. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Avec plaisir, à Rémétier, à Paris. Raphaël, tu es directeur juridique de C'est qui le patron. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est C'est qui le patron? Ouais. Alors, C'est qui le patron? C'est une initiative qui est née pendant la crise du lait, en fin 2016. Je ne sais pas si on a tous en tête ces éleveurs laitiers qui balancent leur lait, leur production devant la préfecture. Production, voilà, dans la préfecture pour protester contre le prix extrêmement faible du lait. Et en fait, donc c'est fin 2016, dans l'Ain, dans la Bresse. Il y a une coopérative d'éleveurs, donc la coopérative Bresse-Val de Saône, qui évidemment, comme beaucoup de producteurs de lait, était dans une situation un peu catastrophique. Pour que les gens se rendent bien compte, quand je dis catastrophique, c'est des gens qui se lèvent à 5-6 heures du matin, ils savent qu'ils en ont jusqu'à 20 heures de travail, et en faisant tout ça, ils perdent 120 € par jour, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment des choses dont on a du mal à se rendre compte quand on est extérieur à tout ça, mais c'était des réalités. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'on a Martial Darbon, donc le président de cette coopérative, qui lui a fait désespérer le tour des grandes surfaces. Il est allé voir les chefs de magasins, les chefs de rayon, pour leur dire, nous on est des éleveurs du coin, on est deux doigts de la faillite. Moi je pense qu'on ferme dans 2 mois si ça continue comme ça. À l'époque, ils vendaient leur lait à une grande boîte agroalimentaire en Italie, et donc le prix du lait était tellement faible qu'en fait ils s'y retrouvaient pas, quoi. Et en fait, de l'autre côté, on a Nicolas Chaban, qui est le fondateur de C'est qui le patron, avec Laurent Pasquier, son associé. Lui, c'est un entrepreneur qui a beaucoup bossé, il a un peu consacré sa vie à valoriser le travail des agriculteurs. Il a créé les petits producteurs, ça s'appelait, puis les gueules cassées, c'est la marque qui valorisait les fruits et légumes moches. Ouais. Et donc lui, c'était un peu le combat de sa vie, et de fil en aiguille, par des connaissances de la grande distribution, il a entendu parler de cette histoire de la coopérative dans la Bresse. Et donc lui, face à cette situation, il s'est dit c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est une réalité qui peut pas. En tant que consommateur, nous, on est en fait complice, sans le vouloir, d'un système qui, au bout de la chaîne, est très problématique, puisque des paysans n'arrivent pas à vivre de leur travail, quoi. Bien sûr, surtout que beaucoup de consommateurs étaient déjà sensibilisés à cette question. Exactement. Et donc en fait, lui, il se dit, il fait une équation. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on essaie de le présenter. Il se dit, un Français moyen consomme combien de litres de lait par an? À combien il faudrait qu'un litre de lait soit payé pour que le producteur soit bien payé? Ça, il leur demande. Ils disent, voilà, nous, à 39 centimes du litre, on s'en sort. Il faut vraiment prendre en considération que ça se joue à des centimes, hein. C'est-à-dire, vraiment, pour nous, c'est rien. Enfin, on parle de 5 centimes par là, 6 centimes par là. Mais en fait, ça change vraiment du tout au tout la vie de ces gens. Et donc, en fait, il dit, combien de litres de lait consomme un Français par an, en moyenne? Combien il faudrait que le litre de lait soit payé pour qu'il soit rémunérateur? Ça fait une différence de 4 € par an. Donc tu vois, quand tu te dis ça, c'est insignifiant. Voilà, on se dit 4 €, qu'est-ce que c'est, pour qu'au final, et que tous les éléments de la chaîne de valeur gagnent correctement leur vie. Pas que le producteur, on prend en compte les marges des industriels, des fabricants, les marges de la grande distribution. Donc c'est comme ça que l'idée lui est venue. Et en fait, le facteur X de tout ça, en fait, c'est un peu arrivé comme une évidence pour lui et Laurent. En fait, c'est le consommateur qui doit prendre ces décisions-là et qui doit être mis face à ces réalités. En fait, ils ont eu l'idée de faire un questionnaire à choix multiples en disant, ils ont étudié tout le spectre des choix possibles pour
pour la fabrication d'un litre de lait. Donc ça va du type d'élevage, du nombre de mois de pâturage dans l'année, de l'alimentation, du pack. Et ils ont dit, bon voilà, pour toutes ces questions-là, qu'est-ce que vous souhaitez, vous consommateurs? Nous, consommateurs, qu'est-ce qu'on souhaite pour notre litre de lait? Et face à chaque choix, on avait le prix final du produit. C'est-à-dire que ça nous coûtait, hop, pour un pâturage de 6 mois par an, ce qui est relativement élevé, hop, tant de centimes en plus. Pour une alimentation sans OGM, hop, ça rajoute. Et après, du coup, nous, le point extrêmement positif de ce système-là, c'est qu'on est mis face à nos choix. Bien sûr, le consommateur choisit le produit qu'il veut et on lui donne le prix à la sortie. Exactement, nous, et en fait, ça part du constat que, en fait, finalement, on est dans un monde quand même, il y a des structures très complexes, on pense que les choses nous échappent, mais au final, c'est quand même nous qui avons le pouvoir final, surtout pour notre alimentation. Et donc, ça nous met face à nos choix et on se rend compte qu'au final, une brique à 99 centimes, c'est le prix final qui est sorti pour cette brique de lait. Le prix que tu vois sur le pack, c'est le prix conseillé voté par les consommateurs. Et on a quelques milliers de gens qui ont voté. Et avec cette force-là, qui est celle qu'on a nous, les consommateurs, on va voir la grande distribution en leur disant, voilà, on a un prix, on a un produit, c'est une brique de lait, elle coûte 99 centimes, c'est le prix qu'on a envisagé pour celle-ci. Et avec ce lait, on est sûr qu'il y a toutes les caractéristiques qu'on souhaite. Et il y a surtout aussi un producteur au bout de la chaîne qui gagne décemment sa vie. Nous, on utilise la formule il est payé correctement et peut partir en vacances. Alors ça fait un peu caricatural comme ça, mais en fait c'est très important parce que quand on discute avec les agriculteurs, on se rend compte que ça a un coût, surtout pour les éleveurs laitiers, de partir en vacances, parce qu'il n'y a pas que payer les vacances, il y a aussi payer un remplaçant, parce que les vaches, on les traite tous les ans. On a l'habitude de dire même à Noël, hein, c'est sûr, tous les jours, c'est tous les jours, 2 fois par jour. Tôt le matin et plutôt tard le soir. Et donc c'est comme ça qu'est né C'est qui le patron, ce système-là. C'est des consommateurs qui créent un produit et qui vont voir la grande distribution et les fabricants en disant nous on veut ce produit-là, on veut qu'il soit dans les magasins. Et on reprend les manettes, quoi. C'est un peu le système. Donc le concept, pour qu'on comprenne bien, c'est donc je vais demander au consommateur le produit qu'il veut créer. Et C'est qui le patron est une marque, alors que la grande consommation, la chaîne de grande consommation va produire. C'est ça. En fait c'est ça qui est très intéressant, c'est que en fait, on a un acteur, on est un peu un ovni au départ dans ce milieu-là. Parce qu'en fait, on est à la fois ceux qui déterminons les caractéristiques principales du produit, son cahier des charges. On va vérifier, et ça c'est très important, au bout de la chaîne, quand le produit est commercialisé, on va vérifier si ce qu'on a voté est effectivement une réalité sur le terrain. Donc on va voir les éleveurs, on va visiter les usines, on va contrôler tout ça. On donne le cahier des charges à la structure et on le vérifie. Voilà. En fait, on n'est pas vraiment un label et on n'est pas vraiment qu'une marque. D'accord. Donc on est vraiment au milieu de tout ça. On est un acteur qui vient, donc nous les consommateurs, on vient imposer ce choix-là à tous les acteurs de la grande distribution qui veulent bien nous suivre dans cette aventure. Donc nous on est une marque à proprement parler, parce que quand on dit qu'on est une marque, c'est que notre modèle économique, comme je t'ai expliqué, c'est la licence de marque. C'est-à-dire que cette marque-là, elle implique un cahier des charges, un processus de co-création des produits. Et c'est ça qu'on va donner, qu'on va confier à un fabricant, puisqu'en fait, c'est lui, in fine, qui va produire et fabriquer. D'accord. Très clair. Je ne sais pas si c'est très clair, parce que en fait, quand on s'adresse, c'est un peu le sujet de notre discussion, mais tu vois, quand on s'adresse à des avocats, il y a toujours cet élément de contextualisation très important à faire. Bien sûr. Parce qu'on a vite fait d'être un peu dans l'ambiguïté, c'est arrivé que ça mette du temps avant qu'ils comprennent bien quel était notre rôle en fait. Je comprends. Et ça implique aussi plein de problématiques, notamment droit de la concurrence. Enfin, il y a plein de sujets comme ça. Voilà, on pourra en parler, mais c'est toujours un enjeu, quoi. Notre rôle en tant que tel, juridiquement parlant, quoi. Donc tu nous as bien expliqué cette idée de marque qui est un peu plus ou un peu différente d'une marque classique, du moins. Aujourd'hui, juste rapidement, C'est qui le patron? C'est à peu près combien de références? C'est présent où? C'est combien de personnes? C'est quel type d'entreprise? Alors nous on est une trentaine de salariés. D'accord. Répartis à travers les différentes sociétés qu'il y a dans l'entreprise. On est présent. Alors on a une trentaine aussi de références. C'est-à-dire référence, on a un peu moins de produits, mais par produit, parfois il y a plusieurs références. Comme référence, c'est
Pour du lait, on va avoir du lait écrémé, demi-écrémé, entier. Tu vois, ça, c'est les références. On en a une trentaine. Ça varie. On crée des nouveaux produits. Parfois, on en arrête, malheureusement, pour de multiples raisons. Mais voilà, actuellement, je crois que c'est une trentaine, si je ne me trompe pas. Et pour répondre à ta question, sur la grande distribution, alors, on est à peu près dans toutes les chaînes de la grande distribution. Mais pour chaque produit, vu qu'on a un partenaire industriel fabricant différent, c'est toujours une nouvelle bataille de se faire référencer et tu vois, de se retrouver. Donc, par exemple, le lait, pour te donner un exemple, qui est le produit le plus connu, emblématique, et c'est le produit qui est le plus vendu sous cette marque, c'est Qui le Patron. On est dans quasiment toutes les chaînes de la grande distribution, sauf une ou deux qui irréductibles, qui refusent de nous référencer. Puis après, pour tous les autres produits, petit à petit, à mesure qu'on se structure nous aussi, on arrive à faire rentrer les produits. Pour ne pas les citer, c'est Carrefour et Leclerc qui en vendent le plus, qui ont le plus de références. Okay. Mais ensuite, c'est très variable. On a différents partenariats, notamment avec Monoprix qui fait sa MDD, sa marque de distributeur, avec nous. Enfin, tu vois, on est un peu partout, quoi. Okay. L'idée étant qu'on soit encore plus dans tous ces magasins, parce que nous, c'est quand même formidable de se dire que plus nos produits sont présents, plus on les vend, plus on aide d'agriculteurs, quoi. Donc, bien sûr. Donc on est ambitieux. On le souhaite en tout cas, de tout le succès, surtout vu le modèle. Et toi, si on revient un peu sur toi, Raphaël, tu es directeur juridique. Tu as un profil un peu spécifique pour la plupart en tout cas des directeurs juridiques. C'est ta première expérience? Oui, c'est ça. Ouais, effectivement, c'est un peu spécial. Quand je travaille avec des gens qui ont le même intitulé de poste que moi, je me rends compte qu'il y a un petit décalage générationnel. Non, en fait, moi, je suis arrivé chez Qui le Patron en tant que sociétaire d'abord. C'est-à-dire que moi, je faisais mon stage de Master 2, je crois. Ouais, c'est ça. J'étais en cabinet d'avocat et à un moment, je devais faire une petite revue de presse pour un avocat. Et je tombe sur un portrait de Nicolas Chabanne, qui est le fondateur de Qui le Patron. Et je me dis, mais c'est incroyable, cette initiative, ça coule de source, quoi. Enfin, ça me paraissait vraiment évident que c'était une bonne idée, quoi. Du coup, je me renseigne. À l'époque, j'envoie mon petit chèque pour devenir sociétaire, mon petit chèque de 1 €. D'ailleurs, j'invite tous les gens qui nous écoutent à nous rejoindre parce que c'est ça. Pour 1 €, on a une part sociale et on décide, au même titre que tout le monde, que tous les autres, des grandes orientations de notre coopérative. Donc, je fais ça. D'ailleurs, je suis très fier de le dire souvent que je suis dans les 20 premiers sociétaires de C'est Qui le Patron. Super. Ouais, ça fait toujours bizarre. Donc ça, c'était en février, je crois, 2017. Et donc, je finis mon Master 2. Et là, j'ai passé le CRFPA l'année d'avant. Et avant de rentrer à l'EFB, j'ai 4 mois à tuer, quoi, devant moi. Et j'écris à C'est Qui le Patron en disant, écoutez, moi, je suis juriste, je suis tuteur en droit, je suis sociétaire, ça me passionnerait de venir donner un coup de main. Et c'est comme ça que je suis rentré en septembre chez C'est Qui le Patron. Alors à l'époque, il y avait 2 salariés et les 2 fondateurs, donc Nicolas Chabanne et Laurent Pasquier. On était dans un petit bureau de 20 mètres carrés dans une pépinière. J'imagine que tu étais le premier juriste en plus en tant que stagiaire. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que quand je regarde un peu autour de moi, c'est quand même… Et puis moi, j'ai des amis qui postent dans des petites boîtes, des startups ou même des petites boîtes comme ça. C'est clairement pas le premier poste auquel on s'attend dans les premiers recrutements, quoi. Le juriste, même dans des boîtes qui maintenant font des millions de chiffres d'affaires, je vois qu'ils n'ont pas de département, ils n'ont pas de juriste. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. Mais en un sens, ça s'explique aussi du fait, comme je te disais, de notre position un peu particulière. En fait, on est amené à traiter avec des très grosses boîtes. Et surtout, notre modèle économique est basé, comme je te disais, sur la licence de marque. Et ça implique donc des contrats, quoi. Et donc de sécuriser certaines choses. Et donc, à l'époque, les fondateurs, ils ont leurs propres avocats. Mais ils ont trouvé judicieux, c'est un peu l'occasion aussi qui a fait le larron, c'est-à-dire que j'aurais dit moi je suis dispo. Ils ont trouvé judicieux d'internaliser cette fonction-là parce qu'en fait il y avait à venir beaucoup de contrats à faire, verrouiller tout ça juridiquement. Et puis bon, en fait tu te rends compte que c'est jamais du luxe, quoi. Un juriste dans une boîte, aussi petite soit-elle, là on était
en forte croissance parce que les demandes arrivaient de partout à cette époque-là. Donc ça a été créé fin 2016, moi j'arrive en septembre 2017. Donc à l'époque, il y a 2 ou 3 produits. Ouais. Tu vois, et donc ça va très vite, quoi. Enfin, ils ont des demandes de partout. C'est vraiment aller qu'en s'améliorant et qu'en grandissant, quoi, cette aventure. Donc c'était quelque chose d'assez passionnant. Et donc moi j'arrive, j'ai fait que des expériences de cabinet d'avocat. Donc je me dis en plus, chouette, je vais pouvoir bosser dans une entreprise, voir ce que c'est. Moi j'avais vraiment en tête d'être avocat au départ. Hein. Ouais. C'était vraiment le projet. Et voilà, donc j'arrive, j'ai c'était en 2017, donc je suis pas si fort que ça en calcul mental. Non, mais j'ai 24 ans, quoi. Ouais. 24 ans et quelques. Tout jeune. Ouais, c'est ça, donc peu d'expérience, et donc il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le tas, quoi. Alors bon, j'étais ça nous arrivait de travailler avec des avocats, même si c'était vraiment pas la priorité du budget. Et puis bon, j'étais aussi avec des entrepreneurs qui avaient de l'expérience, quoi. Ouais. C'était pas des tout jeunes. C'était pas des tout jeunes, donc ils avaient déjà eu des boîtes. Donc Nicolas, comme je t'ai dit, avait déjà monté 3-4 boîtes. Laurent, pour qui j'ai travaillé au début, c'était vraiment avec lui que je travaillais en binôme. Lui, il avait créé Megoo, c'était l'ancêtre de Yuka. En fait. Ok, il a créé une boîte, vraiment du scan produit. Enfin, quand on voit ça, c'est vraiment, il a eu l'idée. Il a eu l'idée de faire ça, c'est un ingénieur. Et donc lui, il avait vraiment la fibre juridique, quoi. C'est-à-dire que tu sentais que c'était une logique qu'il comprenait, qu'il était vraiment là-dedans. Et de l'autre côté, tu as Nicolas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Chavannes, c'est vraiment un entrepreneur. Lui, il avait l'habitude de me dire, et ce qui pour un juriste peut paraître un peu angoissant au départ, il dit, moi, si j'avais écouté les avocats au début, j'aurais rien fait, quoi. J'aurais rien fait, jamais écouté les juristes. C'est que le patron n'aurait jamais existé si j'avais écouté mes avocats. Donc sur le moment, tu te dis, bon, il va falloir. Puis c'est tout un enjeu du coup d'avoir à le convaincre, à prendre son attention sur ces sujets-là, à le convaincre que ça peut être une logique intéressante à avoir, la logique juridique sur certains aspects. Et puis après, à ce que justement les sujets juridiques arrivent sur la table et qu'on les prenne en compte, quoi. Bien sûr. Et toi, donc à la fin de ton stage, tu choisis de rester? Enfin, ils te proposent de rester, j'imagine? Oui, alors en fait, ça a été donc les 4 premiers mois se sont vraiment hyper bien passés et intense frustration de me dire que je vais devoir partir. Donc je fais l'alternance à l'EFB. En fait, je fais mon stage de PPI, donc c'est le stage hors cabinet d'avocat, quoi, à l'EFB. Et je fais mon PPI et puis après, je reste encore, je fais l'alternance. Donc là c'était assez. Alors, pas que les cours à l'EFB soient très prenants, mais du coup, j'avais des grosses journées quand même, parce qu'il y avait toujours autant de sujets. Comme je disais, ça a augmenté de plus en plus, quoi. Et après, il a fallu que je parte 6 mois, quoi, en stage d'avocat. C'était quand même pour ça que j'étais à l'école, hein, au départ. À l'origine, ouais, c'est ça. Donc, je fais mon stage. En contentieux des affaires, droit pénal des affaires, donc tu vois, rien à voir. Mais moi, c'était ça au départ qui me bottait. C'était pour ça que... Au départ, c'est ça que je voulais faire en cabinet. Et ensuite, je décide de fil en aiguille, on se revoit avec Laurent. Et il me propose de revenir travailler définitivement pour C'est qui le patron. Super. Voilà. Et donc tu fais ce choix-là. Ouais, exactement. Donc ils ont dû vachement te transmettre la fibre entrepreneuriale en tout cas. Comment est-ce que tu t'es formé en termes juridiques? Parce que quand on sort de l'école d'avocat, en termes techniques, on est encore jeune. Ah, c'est clair. Comment tu as fait? En fait, moi, j'ai de dire, c'est un peu le choc des cultures. Hein. Quand tu sors d'une fac de droit où c'est quand même, t'emmagasines beaucoup de savoir, c'est très théorique. Moi, j'avais fait des cabinets d'avocats parce que j'avais des stages en cabinet d'avocats. J'avais un peu perçu cette dichotomie entre les cours, la fac, les cas pratiques que tu peux faire où tu dis oui, on a le droit d'avoir cette prétention-là, on gagnera. Et puis après, tu arrives en cabinet d'avocat, tu te rends compte que la réalité, c'est pas si schématique, quoi. Enfin, pas schématique, mais c'est pas aussi simple que ça en a l'air, quoi, en pratique. Et puis il y a des considérations humaines, commerciales. Le client, parfois, il n'a pas les mêmes priorités que la solution juridique que tu veux lui proposer. Donc ça, j'avais déjà vu cette distinction et en entreprise, c'est décuplé, quoi. Parce qu'en fait, tu te rends compte, et ça, moi, ça m'a fait effectivement au départ un petit choc, mais je pense que c'est ça que je cherchais. C'est vraiment ce côté, c'est ultra pratique, quoi. Le droit à l'échelle d'une entreprise aussi petite
que c'est qui le patron et qui a tout plein de sujets divers et variés, c'est vraiment le côté, ouais, effectivement, il y a des sujets vraiment que tu apprends sur le tas, et puis surtout, tu te rends compte que, comme je te disais, l'aspect juridique des choses, c'est pas du tout la priorité. Chose qui, dans un cabinet d'avocat, par exemple, ça te coule de source. Ouais. On est tous juristes, enfin, je veux dire, c'est évident qu'on va pousser une solution juridique, c'est notre métier. Alors que là, là, tu te retrouves à devoir dire non, il ne faut pas qu'on fasse ça. Tu vois, genre une communication qu'on fait à la presse, sur Facebook, je lui dis non, mais on n'a pas le droit de dire ça, par exemple. C'est beaucoup trop exagéré et tout. Donc, tu vois, il y a ces sujets-là où tu te dis, voilà, faut composer avec tous les autres aspects qui peuvent exister dans la vie d'une entreprise. Et oui, donc, ouais, pour répondre à ta question sur le côté comment je me suis formé, moi, je pars du principe que je suis encore très jeune pour le métier que j'occupe, donc j'apprends de tout, quoi. Enfin, vraiment. Ouais. Vraiment, moi, les avocats avec qui je bosse, je passe mon temps à leur poser des questions là-dessus, sur des sujets. Je pars du principe que moi, je ne suis pas du tout expert. Et puis, ce n'est pas mon travail, en fait, d'être expert d'une matière. En fait. Ouais. Je me rends compte que mon travail, c'est d'être expert de c'est qui le patron, de ses intérêts, de la stratégie qu'on va avoir. Mais donc, en fait, oui, et puis accepter que sur certains sujets, faut déléguer. D'articuler les experts. En fait. Exactement. Ouais. C'est une grosse composante de mon travail. Et donc, oui, et puis au début, il faut aussi faut un peu se faire confiance, quoi. Parce qu'effectivement, si on passe son temps à se dire en face, on négocie un contrat, ça, j'ai découvert ça aussi, la négociation de contrat, c'est passionnant. Quand tu dis qu'en face, tu as les gros services juridiques de distributeurs ou de fabricants, effectivement, il ne faut pas trop y penser, quoi. Ouais. parce que tu te dis, je ne suis pas hyper armé. Mais en même temps, c'est ça qui est trop bien dans cette initiative qu'on a depuis le début, c'est qu'en fait, tu sens que tu n'es pas tout seul, quoi. Donc en fait, dans tous nos boulots chez nous, en fait, tu sens qu'on est en équipe et que vraiment, c'est pas la fin du monde si tu te trompes. Et puis on se soutient, quoi. Ouais. Donc on est passé par pas mal d'étapes, sujets juridiquement assez chauds, tu vois. Et quand tu sens que on te fait confiance et que ça va bien se passer, je tendance à croire que tu es meilleur, dans ce que tu vas faire. Beaucoup plus vite. Exactement. Et donc, tu arrives en tant que stagiaire, puis en tant que CDI, du coup. C'est ça. Et tu construis, du coup, finalement, l'équipe juridique de C'est qui le patron. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Ouais, alors, équipe juridique plutôt restreinte, parce qu'on est deux. Équipe quand même. C'est ça. On est deux. Et donc, en fait, moi, et pour te dire, là, en fait, actuellement, ce qui se passe, c'est que moi, la personne qui bosse avec moi en ce moment, c'est une élève avocate. Moi, j'aimerais bien recruter à terme, j'aimerais bien qu'on soit plus. Donc, tu vois, moi, je n'ai de directeur juridique que le titre parce que je suis directeur de pas grand-chose au final. Toi-même. Exactement. Mais en fait, nous, alors, on n'est pas très titre. Moi, si ça tenait qu'à moi, moi, je ne me présente jamais sous cet aspect-là. Je pense à dire que je suis patron, je m'occupe des sujets juridiques, mais c'est sans fausse modestie quoi que ce soit. C'est juste pour dire, il n'y a pas vraiment d'équipe à articuler. Mais en même temps, pour être pris au sérieux et parce que c'est aussi mon travail, comme je te dis, mon travail correspond à celui d'un directeur juridique, mais à l'échelle de c'est qui le patron, il faut donner ces gages-là à tous nos interlocuteurs en fait. Parce quand que on a Carrefour en face, il faut aussi Exactement, on se rend compte que mine de rien, les titres, ça c'est un truc que je découvre du fait de mon jeune âge, c'est que les titres ça compte en fait. Bien sûr. Et que si tu veux avoir l'oreille de ton interlocuteur, parfois il faut aussi ça. Et aussi parce que au début, j'étais vraiment identifié comme juriste, et puis après on a décidé de basculer là-dessus parce qu'effectivement, il fallait ça pour traiter tous ces sujets, quoi. D'accord. Voilà. Donc, petite entreprise, gros enjeux, finalement. Exactement. C'est quoi aujourd'hui les principaux enjeux juridiques de C'est qui le patron? Ça concerne quoi? Les contrats? Ça concerne... c'est de la marque? Il y a encore une problématique de structuration juridique. C'est-à-dire que... Alors, nous, on est une seule et même entreprise, c'est-à-dire qu'on dit tous qu'on travaille chez C'est qui le patron, mais il y a plusieurs sociétés. En fait, chez nous, on est un groupe et chaque société a une utilité. Donc, tu as une société qui fait les fonctions support, une autre qui… Explique-nous un petit peu, du coup. Ouais. En fait, nous, l'idée de départ de Nicolas Chaban, quand il crée C'est qui le patron, c'est de faire une société. Donc, vu que c'est une initiative de consommateurs, on est tous ensemble pour faire ces choix-là. La logique voudrait qu'on soit une coopérative où tout le monde est dedans et tout le monde peut rentrer pour 1 €
et avoir les mêmes droits que les fondateurs sur les votes. Le fait est qu'on est dans une réalité économique qui fait que, comme je disais, les avocats de l'époque de Nicolas lui disent « Bon, il faut quand même que tu protèges tes actifs, parce que ton actif principal, c'est ta marque. Et ça, c'est pas possible qu'elle soit en danger. Pour protéger les actifs, il faut que tu fasses une société commerciale. » Alors, c'est marrant parce que quand j'en discute avec d'autres créateurs de SKIC, alors la SKIC, c'est la coopérative qu'on a faite, Société coopérative d'intérêt collectif. Eux, ils disent non, mais pourquoi vous avez fait ça? Enfin, moi, c'est déjà arrivé qu'on me dise non, mais je comprends pas du tout pourquoi vous avez fait deux sociétés. Vous pourriez tout faire dans la SKIC. Bon, nous, le fait est qu'on a fait ce choix et je trouve que c'est pas si mal parce que du coup, en fait, la société commerciale, elle, son rôle, c'est de faire l'interface en fait entre la coopérative et nos partenaires industriels, commerciaux, tout ça. Donc en fait, dedans, chacune a un rôle bien déterminé. Donc la société commerciale, elle c'est la partie, donc comme je te dis, interface avec tous ces acteurs-là. Donc c'est là que vont être salariés les ingénieurs agro, essentiellement. Et donc ça va être toute la partie amont de la création d'un produit et aval, mais final, contrôle, organiser les contrôles, parce que ça, mine de rien, c'est toute une logistique. Et ensuite, tu as la coopérative, là où il y a la majorité des salariés. Et ça, les salariés qui sont salariés, qui sont dans cette structure, eux, ils animent la communauté. En fait, c'est eux qui font. Et la communauté de consommateurs que nous sommes, c'est vraiment elle qui dirige le bateau, quoi. Tu vois, qui dit voilà, on fait tel choix. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser, mais une fois qu'on crée les produits, c'est pas fini. En fait, donc, comme je te dis, il y a les contrôles, mais après toutes les choses qui arrivent dans la vie d'une société, dans la vie d'un produit. Qui arrive, quoi. C'est par exemple le partenaire nous dit ouais, je rentre plus dans mes frais sur le beurre parce qu'en fait j'ai mal calculé comment je valorisais ma poudre de lait, sans rentrer dans les détails. Hop, là il y en a une grosse décision à prendre. Est-ce qu'on décide de dire oui, vous pourrez le vendre, alors c'est pas comme ça qu'on dit, mais est-ce que du coup le prix final conseillé voté par les consommateurs il peut augmenter dans ce questionnaire? Parce que je rappelle que les distributeurs sont toujours libres de mettre le prix qu'ils veulent. Mais donc, du coup, il y a ces choix-là aussi importants que ça, parce que ça peut vraiment conditionner la vie du produit. C'est-à-dire que s'il est trop cher et qu'il n'est pas assez vendu, c'est un monde assez cruel, la grande distribution, le produit disparaît, quoi. Le chef de rayon, il l'enlève. Donc, il y a des choix aussi compliqués que cela. Après, il y a des choix, par exemple, là, on a décidé récemment de pousser une solution qui est de faire en sorte que nos produits deviennent des ingrédients d'autres produits qui existent déjà. Donc, d'accord. Que l'emmental râpé entre Mont soit fait avec du lait C'est qui le patron. Et ça, pour nous, ça signifierait un changement d'échelle, ça aiderait beaucoup plus de producteurs et ça permettrait d'augmenter considérablement les litres, quoi. Toutes ces décisions-là sont prises par la communauté des sociétaires. Exactement, c'est-à-dire qu'on fait une consultation, ce qui est très simple en termes de stratégie d'entreprise, quelque part. Non, mais en fait, il y a quelque chose de... La transparence et la co-décision, c'est un truc qui en fait est pour nous une arme folle, quoi. Parce qu'en fait, quand un partenaire ou un distributeur essaie de nous imposer quelque chose, nous on dit attendez, nous ne sommes que les messagers d'une communauté. Donc en fait, on va demander, on va consulter et on décidera. Et donc ça, tu vois, la coopérative, elle fait tout ça, quoi. Animation de communauté, il y a la communication qu'on fait. Nous, c'est une communication donc sans publicité, on ne dépense pas d'argent dans des grosses pubs dans le métro ou la télé. Et puis, il y a une équipe qu'on qualifie nous de commerciale, mais qui n'est pas commerciale au sens propre du terme, mais qui fait le lien entre l'initiative et la grande distribution. Parce que, encore une fois, nous, on n'a pas de commerciaux dans les magasins, de force de vente. Et pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop ce monde, en fait, la force de vente, c'est le commercial qui va venir tous les jours dans les supermarchés pour placer le produit de sa marque. Et ça, c'est quasiment vital. Pour une marque qui se vend dans les supermarchés, dans la grande distribution, c'est un truc hyper important, quoi. Et nous, on n'en a pas. Et c'est pour ça que ce succès est d'autant plus incroyable. En fait, les gens qui vont voir les chefs de rayon et les directeurs de magasins, c'est des consommateurs, quoi. Et ça, moi-même qui suis à l'intérieur de l'initiative, parfois j'ai encore du mal à le croire. Je me dis, moi qui suis piqué par ce sujet, ok, je le fais. Mais voir qu'en fait, il y a plein de gens qui le font, c'est quelque chose d'assez... assez rassurant pour l'avenir. Ouais, bien sûr.
Mais là, je vois que je suis parti un peu loin dans mon explication. Donc voilà. C'est intéressant. Ouais. Donc voilà, il y a tous ces gens-là. Voilà. Donc il y a la structuration. Un peu unique, qui a été mis en place du coup avec l'aide des avocats historiques des fondateurs, c'est ça? Voilà, alors en fait ça s'est fait un peu pas à pas. Par exemple, tu vois la structure alors il y a une troisième structure qui a toutes les fonctions support, qui héberge toutes les fonctions support, dont moi, le juridique, mais il y a aussi la finance, l'IT, tu vois, la RH. Et qui aussi essaye de développer à l'international. C'est-à-dire qu'on a des consommateurs étrangers, donc des gens en Italie, en Espagne, en Allemagne, qui nous ont dit nous, ça nous intéresse de pousser ça, de développer ça dans notre pays. Donc on essaye aussi de leur donner les outils pour que ça se passe aussi dans les autres pays. Quoi. Voilà. Donc il y a ce sujet-là de structuration qui continue, hein, c'est-à-dire qu'on continue de fortifier cette organisation. Et puis aussi, pour ceux qui suivent notre actualité, il y a toujours des nouveaux projets en fait. C'est ça qui, du cerveau de Nicolas Chaban et de l'équipe sort un nombre de choses incalculables. Et ça fait partie, c'est une grosse composante de mon travail. J'entends des nouveaux projets tous les jours. Et donc en fait, comment on fait quoi? Concrètement, comment on fait? C'est le truc qui demande parfois un peu de créativité juridique. Voilà, pendant le confinement, on se rend compte que les ventes en grande distribution explosent. On fait des plus 100% de ventes. On se dit, c'est pas normal, quoi. Enfin, nous, on voit notre chiffre d'affaires exploser et à côté, on voit des indépendants qui, du jour au lendemain, ont plus d'activité, ont plus de revenus. Donc, on dit, à l'époque, on se dit, non, c'est pas possible, il faut qu'on trouve un moyen d'équilibrer un peu cette situation. Et donc, en fait, on décide d'allouer tous les bénéfices qu'on n'attendait pas de faire à cette période. Donc, on a calculé ça. On décide de le mettre dans une asso, dans un fonds. Et ce fonds va verser les aides d'urgence. Donc, c'est des consommateurs, encore une fois, des bénévoles qui se mettent en groupe de 10. On se met en comité et on dit, on reçoit une demande d'un prof de danse qui était en indépendant, et lui, du jour au lendemain, il ne reçoit pas les aides de l'État. Il n'était pas éligible. Et du coup, on dit, vas-y, on aide, on donne 1 000 euros. À la fois pas grand-chose, et en même temps, une grosse bouffée d'air frais pour eux. Et donc, tu vois, par exemple, c'est en un mois, créer ce fonds, faire en sorte qu'on soit dans les clous, parce que de l'argent, ça ne se distribue pas comme ça, tu vois. Donc, il y a tous ces sujets-là, quoi. Hyper intéressant. Donc, si on prend l'exemple, tu es pendant le confinement, il y a cette situation et cette idée qui émerge. J'imagine que ça, tu l'as fait avec des avocats. C'est ça. À qui tu as fait appel? Alors, en fait, pour les avocats, comme je te disais, Nicolas, en tant que fondateur de différentes sociétés, il avait des avocats historiques. Donc lui, il avait l'habitude de bosser avec eux. Mais c'était plutôt une relation où lui, vu qu'il n'a pas de connaissances juridiques, j'ai un projet, il lui donne tout à faire. Et puis voilà, quoi. L'avocat faisait ça. Donc un généraliste. Voilà. Alors, lui, je crois, il avait une spécialité, mais vis-à-vis de Nicolas, il était généraliste. Parce que dès qu'il y avait un sujet juridique, il lui confiait. Mais lui, vu qu'il travaille dans une grosse structure, je pense qu'il pouvait piocher lui-même dans ses confrères, collaborateurs, associés. Et donc, ça se passait comme ça. Et au fur et à mesure, au fil du temps, j'ai pris de plus en plus de sujets à mon compte, juridiquement, pour, in fine, m'occuper de tout. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, par exemple, il a fait appel à son cabinet d'avocat pour le fonds. C'est eux qui nous ont conseillé. D'accord. Et puis après, par exemple, au fil du temps, on a dit, on va essayer de rationaliser un peu tout ça. Parce que on était globalement satisfait du travail qui était fait. Hein. C'était pas ça la question, mais on se disait, non mais ce serait bien qu'on demande à des spécialistes sur des sujets spécifiques, quoi. L'associatif, moi, j'y connaissais pas grand-chose. Et en fait, tu te rends compte que les notions d'intérêt général, comment est-ce qu'on peut donner de l'argent, ça c'était le vrai sujet, quoi. Comment est-ce qu'on peut donner de l'argent à quelqu'un comme ça, quoi. Voilà. Alors qu'on est une asso d'intérêt général, tu vois. Il y avait ce genre de problématique. Et du coup, on se dit, et puis surtout, moi, chez nous, ça se passe plutôt de la manière suivante, c'est on a une idée et faut que le juridique suive et que, j'imagine comme dans beaucoup d'autres boîtes, mais du coup, il faut s'adapter et être force de proposition aussi, parce que moi, c'est une conviction que je me suis faite, il n'y a rien de plus contre-productif que de dire non, on le fait pas, je t'assure, on le fait pas, essayer de convaincre l'autre de ne pas le faire. Pas être monsieur non, quoi. Exactement, ça c'est le grand, je pense, enjeu pour les juristes dans les sociétés.
Et donc moi, je me dis toujours, bon, si je dis non, déjà, bon, je l'explique quand même un minimum, mais je viens avec une solution, quoi. Parce que, et donc parfois, moi, la solution, comme c'est un domaine, moi j'ai fait du droit privé, et puis surtout, j'ai surtout bossé avec des sociétés, donc le droit des associations, moi, c'était quelque chose d'assez étranger. Donc là, par exemple, on fait appel à une avocate. D'accord. Et donc là, il faut qu'on demande, moi, parfois, ça m'arrive soit de demander à un avocat qui travaille déjà pour nous, qui a une spécialité, on lui dit est-ce que vous ne connaîtriez pas, vous n'aurez pas un confrère à nous conseiller. Et puis il y a aussi mon réseau, mon faible réseau professionnel que je me suis fait depuis le début de mes études. Moi j'ai fait pas mal de stages, donc j'ai déjà dans des milieux assez différents. Donc tu vois, par exemple, notre conseil en matière de contentieux, c'est Benoît Javot. Du cabinet Squadra et Benoît, j'ai travaillé pour lui, c'est là où j'ai fait mon stage final. J'ai fait mon stage final chez Queen Emmanuel et j'ai travaillé pour lui. Et en fait, j'ai tellement été, j'ai tellement trouvé son travail pertinent, efficace et tu vois que je me suis dit pourquoi pas quoi, allons voir. Bien sûr. Si tant est que ce soit dans nos tarifs, parce qu'il y a aussi cette dimension. Alors lui, en fait, il se trouve qu'il avait quitté donc, le cabinet où j'avais fait le stage pour devenir associé. Il était counsel et donc il avait quitté. Et donc évidemment, heureusement, il était un peu moins cher que les tarifs qui se faisaient dans son ancien cabinet parce que ça, on n'aurait clairement pas pu se le permettre. Mais voilà, donc par exemple, on fait appel à lui et donc en fait, c'est très simple, mais il y a une confiance on se connaît déjà, il y a une confiance qui est de fait là, parce que je sais comment il travaille, les questions de temps passé sur le dossier, moi je vois exactement comment il fait, enfin, j'ai bossé pour lui, donc je vois. Et donc ça tu vois, c'est un vrai confort. Ouais, du coup, ça c'est hyper confortable. Et puis on a un cas qui nous est arrivé récemment, c'est les avocats qui se proposent de bosser pour nous. Ils nous disent... Honnêtement, par exemple, là, on était sur un projet de... Alors, on a entendu parler d'éleveurs laitiers qui jetaient leur lait en Lozère. D'accord. On s'est dit, c'est pas possible. En protestation ou parce qu'il y avait trop de... Alors, eux, pour le coup, ils jetaient leur lait parce qu'en fait, ils n'avaient plus personne pour leur acheter leur lait. La laiterie, donc la fromagerie laiterie qui leur achetait le lait, était en procédure de redressement. Non, de liquidation, il me semble. Bref, procédure collective. Et du coup, on se dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution. Et là, comme d'habitude, les idées qui peuvent paraître les plus farfelues, c'est celles qu'on choisit instinctivement. On se dit, mais attends, on va reprendre la laiterie, c'est hyper simple. Mais franchement, je veux dire, c'est toujours bien. Ce genre d'idées qui paraissent un peu folles au départ, ça donne le mérite au moins de se pencher dessus. Et après, on se rend compte, au fait, pourquoi pas. Bon, là, en l'occurrence, on est allé voir ces éleveurs, on est allé en Lozère, en Ardèche, et on les a rencontrés. Et en fait, on s'est rendu compte que la solution pour eux n'était pas de reprendre la laiterie à notre compte et d'essayer de la reprendre et de la faire repartir. En revanche, ça fait germer en nous une idée, c'est que peut-être qu'avec notre faculté de valorisation, de mettre un coup de projecteur sur des situations et de valoriser le travail des agriculteurs, peut-être que c'était une piste probable pour nous de développement, quoi. Et donc ça a fait un peu de presse, tu vois, ce sujet-là, nous on a fait des communications, la presse en a parlé, et Nicolas a été contacté par une avocate qui lui a dit bonjour, je suis hyper intéressé par ce que vous faites, je vous suis, et sachez que moi je suis spécialiste des procédures collectives et des reprises de sociétés à la barre notamment. Super. Ça par LinkedIn, mail Ouais, sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Okay. Et donc du coup, Nicolas m'en parle. Alors là, sur le sujet de cette laiterie-là, du coup, je lui dis il n'y a pas forcément besoin puisqu'on ne va pas le faire, on va pas partir sur la problématique de la procédure collective. On a trouvé des débouchés pour Hervé, un des éleveurs de vaches laitières. On lui a trouvé un débouché, donc c'est comme ça qu'on l'a aidé à notre échelle. Et cette médiatisation a entraîné aussi une communication d'éleveurs, alors eux, bovins, dans le Limousin, qui nous ont dit on voit que vous avez pu aider ces éleveurs. Nous, on est des éleveurs bovins qui avons créé notre propre abattoir et usine de transformation de bêtes, donc en fait de viande. Donc en fait, c'est ovins, bovins, porcins, quoi.
Et en fait, on allait voir, ils ont fait un truc incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont créé un abattoir qui est un peu unique en France, qui prend vraiment en compte la bientraitance animale, qui permet à tout le territoire d'avoir un lieu qui remplace tous ces abattoirs qui ferment les uns après les autres, et de faire les choses correctement. Ça permet aux éleveurs de suivre leurs bêtes de A à Z, quoi, de suivre tout le processus de production de la viande. Enfin, vraiment, on voit qu'ils ont fait quelque chose d'hyper qualitatif, mais que pour des soucis de gestion, de contexte sanitaire, ils étaient en procédure de sauvegarde à partir du moment où ils ont ouvert l'abattoir, tu vois, tellement, c'est un processus extrêmement long d'avoir les agréments et tout. Et de fil en aiguille, j'y viens. Moi, je me dis, ah mais c'est vrai qu'il y a cette avocate donc, qui a appelé Nicolas, et donc je la contacte. C'est Géraldine Astrup. D'accord. Et de fait, c'est elle qui nous accompagne sur ce dossier-là. Donc là, on est en phase où on est en train de voir si on peut reprendre cet abattoir. Et donc, elle nous conseille. Et en fait, là, alors on ne la connaît pas du tout. On s'est rencontrés très vite. Nous, on a vite des sujets, donc on se met vite en ordre de bataille pour bosser avec elle. Et en fait, il se trouve, elle, vu qu'elle nous suit, elle nous connaît, c'est quand même une grosse. Et puis, elle comprend notre logique, on est en phase. Et en fait, elle a très vite compris nos enjeux, puisqu'elle nous connaissait déjà. Et donc ça, c'est une autre façon. C'est un peu nouveau, mais il se trouve que ça fonctionne très bien. Donc tu vois, c'est de rentrer directement avec un client potentiel sur exactement. un sujet. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est un peu l'occasion. Elle s'est présentée à nous et puis on a bossé avec elle et ça se passe très bien, quoi. Donc c'est une autre façon de piocher du savoir-faire chez les avocats, quoi. Donc en fait, si je résume, il y avait un avocat historique notamment, qui avait un peu de position, en tout cas vis-à-vis de ses quilles patrons de généraliste. Ouais, c'est ça. Ensuite, toi, tu as essayé quand même d'aller chercher des avocats un peu plus spécialistes pour articuler les différents sujets qui étaient vraiment spécifiques. Tu as été chercher dans ton réseau d'avocats à toi, de par tes stages, etc. Et tu as eu Géraldine Astrup qui est arrivée spontanément. Voilà, c'est ça. Et puis après, les avocats pour qui on bosse parfois nous proposent leurs associés. Ils se disent, tu vois, là, moi, avec Benoît, il y a son associé François Allan, il m'a dit, j'ai vu que tu avais un sujet je sais pas, d'implantation à l'étranger. Tiens, ça pourrait t'intéresser. Donc on rentre en lien, on discute, tu vois, et parfois et là encore une fois, tu vois, ça se passe, je bosse avec lui de temps en temps sur des sujets variés, quoi. Ouais. Il le fait spontanément, ça se passe comment? Vous faites une réunion à 3 du coup Ouais, alors c'est marrant parce que tu vois, Benoît m'écrit en me disant, d'ailleurs, si ça t'intéresse, t'es à tout hasard. Moi, j'ai mon associé qui bosse sur les sujets corporate. Voilà. Et donc je fais, pourquoi pas, tu vois. Enfin, moi, je suis sur le moment, je dis, là, je me dis, j'ai pas vraiment de besoin urgent, mais si ça arrive, quoi. Et donc de fil en aiguille, parce que heureusement, on n'a pas que du contentieux, donc je ne fais pas appel à Benoît, je ne demande pas l'avis de Benoît, mais tu vois, par exemple, Benoît, à un moment, on voulait faire une communication dans la presse, enfin, tu vois, envoyer des visuels à des journalistes pour parler de ça, sur les produits ingrédients. Et on a eu tout un sujet de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans cette communication. Et donc en fait, quand je demande son avis à Benoît, lui il mobilise dans son cabinet d'autres compétences. Donc de la propriété intellectuelle, voilà quoi. Genre, là sur ce sujet-là, c'était essentiellement ça. Et donc tu vois, parfois en fait, ça m'arrive d'être en relation avec d'autres avocats que mon contact initial et tu vois, de fil en aiguille, de bosser avec eux, ça se passe bien et voilà quoi. Mais ouais, c'est ça, on fonctionne un peu comme ça, à tâtons. Et en fait, l'idée, c'était, moi, le fait que je prenne de plus en plus de place chez C'est qui le patron, ça permet aussi d'internaliser certaines choses que faisait l'avocat avant. Alors, c'est ça un peu qui est dur au départ, c'est que on lui dit, non, là, c'est plutôt moi qui vais m'en charger. Donc, et puis surtout, c'est moi, avec mon réseau et mes connaissances, qui vais faire mes choix, en fait. Je vais être plus à l'aise de travailler qu'un tel ou un tel. Donc, ça fait une sorte de bascule sur certains sujets, quoi. D'accord. Voilà. Très clair. Et tu as l'air plutôt satisfait, en tout cas des conseils avec lesquels tu bosses, Géraldine, Benoît, dont tu parles. Qu'est-ce qui fait que tu es pleinement satisfait de leur service? C'est quoi tes principaux critères aujourd'hui? Qu'est-ce que tu regardes en fait au moment où tu vas choisir et où tu vas te demander si tu vas aller bosser avec Géraldine qui t'a contacté sur un sujet précis? Est-ce que c'est principalement le prix?
l'expertise. Ouais, bah alors comme je te disais, le prix c'est forcément, mais c'est clairement pas le critère principal. On a évidemment on a des limites de tarifs. Ça c'est clairement. Mais alors ça va être en lien avec ce que je vais te dire. Le premier critère qui me semble évident, mais ça vaut quand même le coup d'en parler. C'est l'avocat qui comprend tes enjeux en fait, qui sait quitter ce que tu fais, comme je t'ai dit, quand on lui contextualise un peu ce qu'on fait, qui pige vite, effectivement, voilà, on est comme ça. Par exemple, nous, on n'est pas des adeptes du contentieux à tout va, comme je te disais. Donc, si un avocat nous explique qu'il faut aller, mener une procédure judiciaire pour obtenir un gain de cause, forcément, qui utilise la manière forte, il va nous conseiller ça. Nous, ça ne va pas être le plus efficace pour nous. Nous, on va y mettre de l'énergie, du temps, beaucoup d'argent. Et clairement, on a envie de le mettre ailleurs. Mais ça, tu vois, c'est une de nos particularités. Peut-être qu'un jour, ça évoluera. Mais ça, pour le coup, ça, c'est par exemple un des enjeux. Si tu comprends, enfin, chez nous, c'est une des choses, une des composantes qui nous importe. C'est bien comprendre nos enjeux et bien comprendre qu'il y a des choses vers lesquelles on va aller plus ou moins, quoi. Ouais. Les enjeux de l'entreprise, mais aussi la culture de l'entreprise. Exactement, c'est ça. Il y a vraiment une culture spécifique. Nous, par exemple, tu vois, il y a un truc, on est parfois assimilé à une start-up. Sauf qu'en fait, on est l'inverse pas du tout une start-up. La chose qu'on a, nous, c'est qu'on a une croissance assez rapide et assez forte. Mais en fait, on n'est pas du tout dans un. Nous, on s'autofinance. On n'a pas du tout des visées de levée de fonds. Nous, on tient à notre sacro-sainte indépendance. C'est un peu notre raison d'être. Donc, on a exactement la même problématique. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. Et du coup, donc en fait, moi, tu vois, genre, si ça tu le piges, bah, tu comprends beaucoup de choses après, parce que nous, on n'a pas de volonté de croître. Enfin, tu vois, on n'a pas un plan déterminé de croissance, quoi. Ouais. C'est ça qui, en fait, c'est un confort incroyable. Moi, je vois des amis qui bossent dans des boîtes comme ça. C'est une autre logique, quoi. Tu vois, et nous, par exemple, on avait investi dans une boîte, par le biais d'une société, une boîte où on voyait des synergies, tu vois. Et en fait, moi en voyant de l'extérieur, on était assez en phase sur les valeurs et tout. Mais eux, ils ont des besoins de lever des fonds parce qu'en fait, ça fait partie de leur modèle. Et moi, je me suis rendu compte que ça, si ça s'appliquait à cette équipe à temps, par exemple, ce serait hyper compliqué. En fait, parce que du coup, le financement te pousse à… Enfin, change un peu tes priorités, tu vois. Forcément, tu as besoin de trouver des sous, tu as besoin de trouver un modèle. Chose qui nous, en fait… mais c'est un luxe, hein. Moi, j'ai bien conscience que chez nous, c'est un véritable luxe. Et pour en revenir du coup à ce qu'on attend d'un avocat, c'est ça, voilà, c'est de comprendre notre culture, notre façon de faire. Moi, je regarde pas trop les marques. Enfin, toi, moi, le gros cabinet anglo-saxon, ça me fait pas trop rêver. Non, mais j'ai bossé dedans et bon, en fait, moi, je me rends surtout compte en ayant bossé à l'intérieur des cabinets qu'en fait, ce qui compte, c'est plus l'attention qu'il va porter à ton dossier et à son client, plutôt que le nom ou la taille de l'équipe ou les compétences. Parce qu'en fait, tu peux avoir le meilleur associé spécialiste de je ne sais quel domaine. S'il n'a pas assez de temps à t'accorder, ça va être compliqué. Il y a l'expertise, effectivement, ça c'est indéniable, mais c'est important. Mais, parce que tu dis, on l'entend souvent d'ailleurs, mieux vaut être un gros dossier pour une petite structure qu'un petit dossier pour une grosse structure. Exactement. Ça, c'est un truc, moi j'en discute. Moi, j'ai un très bon ami qui est avocat en droit social, et lui, c'est pas un très gros cabinet, mais ils ont des très gros clients, des grosses boîtes, parce qu'en fait, il m'expliquait que, bah oui, sauf que chez eux, leur dossier, c'est le dossier, quoi, tu vois. Le dossier, tout le monde est dessus à 300%. Donc les avocats, ils bossent dessus à fond, et en fait, effectivement, moi je trouve que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et surtout, en fait, comme je te dis, c'est un peu des marques, ces gros cabinets, et en fait, ça peut revêtir plein de réalités différentes. Ça peut être effectivement des tueurs et des avocats d'une extrême qualité qui te font un truc incroyable. Et là, tu en as pour ton argent et tu es ravi. Ou ça peut être, ça ne veut pas dire grand-chose en fait pour moi. Ça peut être aussi du coup un dossier parmi tant d'autres. On est traité par quelqu'un qui n'a pas forcément une très grosse connaissance une très bonne connaissance de notre situation. Et voilà quoi. Tu vois. Donc on ne s'attache pas trop à ça. Je ne suis pas réfractaire, hein, mais je me dis juste, c'est pas un truc… C'est pas ce que tu regardes. Voilà, c'est pas ce que je regarde. Effectivement, c'est bien de tomber sur quelqu'un qui a une connaissance spécifique, tu vois. Je parlais de Géraldine, c'est quand même pas mal de tomber sur quelqu'un qui sait comment ça se passe, quoi.
qui sait comment ça se passe concrètement, qui t'explique, surtout dans un domaine aussi technique que la procédure collective. Enfin, moi, j'ai des très bons souvenirs de cours de procédure collective, j'aime bien ça, j'aime bien la discipline, mais la pratique, c'est encore autre chose, quoi. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'entre-gens, j'ai l'impression, dans ce métier. Genre, tu vois, il y a beaucoup faut maintenir de relations avec tous les acteurs de la procédure. Ça, là, tu vois la plus-value, quoi. Là, quand tu as quelqu'un qui connaît, tu vois, c'est quand même, et puis c'est un petit monde, quoi, j'ai l'impression. Donc, c'est assez important pour nous. Et puis après, voilà, c'est des rencontres avec les différents avocats qui font aussi un peu les dossiers, quoi. Ouais. Et tu dis du coup que les avocats finalement te font progresser. Juridiquement, hein, j'entends. T'es client de formation dispensée par les avocats? Alors oui, pourquoi pas. Franchement, nous, on n'a pas forcément. Enfin, moi, j'ai pas forcément le temps de me renseigner tout le temps. Genre, moi, en fait, vraiment, de suivre, de me former tout le temps sur tous les sujets, parce que moi, mon activité, elle se caractérise par la grande diversité de sujets. Donc, comme je disais, je peux pas être expert de tout, par exemple, de la propriété industrielle. Il y a plein de trucs hyper intéressants, mais c'est très précis, très spécifique, et donc, tu vois, je peux pas non plus tout. Par exemple, tu vois, sur la propriété industrielle, là, c'est un conseil en propriété industrielle, en propriété intellectuelle qui nous aide, pareil, connaissance de connaissances. Il s'appelle Amit Mudin. Et lui, tu vois, pareil, c'est trop bien. Enfin, moi, je ne suis pas dans le domaine contentieux sur ces sujets de pays, heureusement. Donc, en fait, j'ai besoin de conseils. Et pareil, lui, il va me donner le conseil spécifique. Et du coup, ça m'aide, ça me forme. Et par exemple, s'il me disait, si ça te dit, je fais 1 heure d'explication de séminaire sur je ne sais quoi, les marques de l'Union européenne, bah ouais, pourquoi pas, avec plaisir. Tu serais prêt à payer pour ça? Bah oui, si je vois une utilité, c'est comme pour tout, si je vois une utilité, concrète et pratique, quoi. Parce qu'on on a quand même des moyens. Alors ça fonctionne bien, et donc on n'est pas là à regarder toutes nos dépenses, mais vu qu'on est une aventure collective, on se sent tous, ça c'est un truc assez incroyable ici, on se sent tous responsables de l'argent qui est dépensé, parce que c'est pas abstrait, quoi. L'argent de la société, c'est pas quelque chose d'abstrait, une caisse dans laquelle on peut, tu vois, dépenser allègrement. C'est l'argent qui a été mis par des consommateurs pour soutenir des agriculteurs. Et donc les 5% qu'on récupère de redevances, on est hyper pointilleux sur ce qu'on va faire avec. Donc les dépenses même de tous les départements, on fait un peu attention. Donc tu vois, je me dirais pas, tiens, forcément je vais être limité dans les montants. Mais franchement, ça fait partie du travail. Hein. Le droit, ton savoir peut vite être obsolète, quoi, sur certains sujets. Il faut se tenir à jour. Tu es libre de tes budgets? Tu dis que tu es pointilleux sur l'allocation des budgets, mais c'est toi qui décides concrètement quand tu contractes avec un avocat. Exactement, c'est moi qui arbitre ces sujets-là. Là, tu vois, typiquement quand je dis qu'on structure, Fabien, le directeur financier, là, il met en place une comptabilité analytique. Et du coup, on regarde. En fait, c'est bien de voir déjà l'état des lieux, quoi, de où on dépense, comment on dépense. Et effectivement, moi, je lui ai dit, il faut vraiment qu'on se fasse, qu'on regarde vraiment combien ça nous coûte. Parce que pour l'instant, pour tout te dire, on n'a pas une visibilité énorme. Je vois à peu près combien ça nous coûte, et c'est très raisonnable. Mais effectivement, ça fait partie du. On commence à contrôler le budget. Exactement, ouais. Ok, très clair. Et juste avant de continuer, je voudrais juste revenir sur un truc. Tu dis que tu travailles avec un CPI, du coup, un conseiller en propriété. C'est ça. Pourquoi c'est un conseiller en propriété intellectuelle plutôt qu'un avocat? Alors là, c'est vraiment le hasard. J'en ai discuté avec une connaissance qui m'a dit, moi je connais quelqu'un de très bien, il fait du conseil en propriété intellectuelle. Ça s'est vraiment fait par hasard. J'avais pas d'attente particulière, tu vois. Ok. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Exactement. Ok, très clair. Le hasard a bien fait les choses d'ailleurs. Tant mieux. Top, on arrive à la fin de ce podcast. On a beaucoup parlé et ce qui est très bien, hein, de ce qui va bien aujourd'hui avec tes avocats. Ça veut dire que tu as trouvé des bons conseils, que tu en es satisfait. Est-ce qu'au contraire, des fois, alors avec tes avocats actuels ou avec d'anciens conseils, est-ce qu'il y a eu des choses ou est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent ou que tu aimerais modifier dans la manière de fonctionner des avocats?
moi, c'est des choses que j'ai vues aussi en étant côté avocat, donc stagiaire ou élève avocat pour des avocats. C'est parfois un peu l'opacité en fait, de comprendre. En fait, et ça, moi, je pense que c'est aussi un vrai travail qu'il y a à faire généralement dans cette profession. C'est que les gens comprennent un peu ce qu'il y a derrière le travail. Parce qu'effectivement, quand tu reçois une grille d'heures et que tu vois le prix à côté, parfois ça peut te laisser dubitatif. Moi, vu que j'ai déjà travaillé, je sais que la plupart du temps, c'est un peu minoré parfois, tu vois, la plupart du temps, parce que tu vas pas sortir des factures exorbitantes. Mais voilà, il y a cette opacité, expliquer voilà, ce que c'est le travail d'avocat. Qu'en fait, quand on met 1 heure de recherche, la recherche, c'est quelque chose, quoi. Ouais. C'est pas je traîne sur Internet. Exactement. 3 trucs, quoi. Il y a un peu une méconnaissance, je trouve, parfois du métier et puis de toutes les composantes du métier que ça peut impliquer. La rédaction, tout ça. Enfin, tu vois, même moi, à mon échelle, parfois faire comprendre aux gens que ça prend pas une journée de faire ça, mais une semaine, c'est quelque chose. Donc, j'imagine pour les avocats, c'est même domaine. Il y a l'opacité. Et puis, non, mais il y a, moi là, les moments où je suis pas satisfait, enfin, je suis moyennement content du travail d'un avocat, c'est très rare, mais c'est le manque de solutions. En fait, moi, il y a un truc vraiment qui m'importe, c'est qu'on m'apporte des solutions. Par exemple, quand je te disais, je fais une consultation pour savoir ce qu'on risque à faire telle communication. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir c'est quoi l'échelle de risque, c'est à combien ça pourrait se chiffrer en règle générale. Moi, c'est l'expérience de l'avocat qui m'intéresse, c'est la pratique. C'est ça qui a une valeur en fait inestimable. C'est quand il t'explique, moi dans mes dossiers, ou qui va chercher la jurisprudence, de toute façon. Mais ça, c'est hyper important. Et donc parfois le manque de clarté ou de solution, ça c'est problématique parce que tu vois quand à la fin que tu lis la consultation ou la fin de ta discussion et que tu te dis je comprends moins la situation qu'au début, j'ai l'impression, tu te dis ah ouais mince, là c'est parce que mine de rien, c'est pour une boîte comme la mienne, c'est pas anodin l'argent qu'on dépense. Enfin tu vois, il faut que ce soit efficace quoi. Ouais, bien sûr. Comme pour tout le monde, j'imagine. On a tous et d'ailleurs, comme je te disais, pour plein de sociétés, le droit c'est une charge, c'est pas une opportunité quoi. Donc moi je pense que c'est ça aussi. Il y a aussi parfois chez certains avocats avec qui on a pu travailler. Ce besoin de travailler sur les solutions. Et ça, c'est vraiment là-dessus qu'on insiste, quoi. Ouais, super. Dans l'exemple que tu prends avec la consultation, par exemple, ce serait un avocat qui est capable de te dire, presque, c'est schématique ce que je dis, mais la première ligne de la consultation, c'est oui, tu peux publier avec un risque raisonnable, et tout le reste, c'est parce que. Exactement, c'est ça. Voilà, moi, ça va m'intéresser parce que juriste d'avoir toute l'explication juridique. Mais il faut savoir aussi que moi, en fait, après, je porte ce message-là à l'intérieur. Et donc, avec ma responsable de la communication qui n'est pas contente du tout que je lui dise qu'elle ne puisse pas dire ça. Tu lui coupes son projet. Voilà. Donc, en fait, si je viens avec des solutions et si je lui dis, voilà ce qu'on risque, en fait, il y a aussi une part d'évaluation du risque. Moi aussi, il y a des moments où je me dis, bon, effectivement, ce n'est pas forcément hyper dans les clous où il y a moyen que quelqu'un nous cherche des noises sur ce sujet-là, mais c'est un risque qu'on est prêt à assumer, tu vois. À l'image de notre cher patron qui assume beaucoup de risques, de moins en moins, heureusement, mais voilà quoi. Bien sûr. Voilà. Ok, top. On arrive à la fin de ce podcast. Nous, on a l'usage de laisser le mot de la fin à notre invité. Est-ce qu'il y en a un qui te vient J'espère que notre échange aura donné envie aux gens qui nous écoutent de rejoindre cette... Je fais mon petit instant autopromo. Vas-y. Cette formidable aventure qu'est C'est qui le patron. Moi, ça fait maintenant 4 ans et demi que j'y suis et je suis toujours émerveillé de voir qu'on peut vraiment changer concrètement les choses et ce sentiment qu'on peut avoir parfois de manque de prise qu'on a sur le monde qui nous entoure. Moi, C'est qui le patron, c'est un truc que j'ai vraiment découvert qu'on pouvait prendre les choses en main et plus on sera nombreux, mieux ça sera et plus on aidera d'éleveurs et d'agriculteurs. Donc ça, c'est vraiment le mot, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ouais, bien sûr. Moi, je vous connaissais déjà, mais tu m'as convaincu encore plus. Super. Je pense que ça a été efficace. Un de plus. Exactement. Super. Raphaël, merci beaucoup. Merci à toi. Pour cet échange et je te souhaite une très bonne continuation à toi et puis à C'est qui le patron. À toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast.
Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles, ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr. À bientôt!